Très bien, les amis. Bon vendredi à tous. Bonne Saint-Valentin à tous les amoureux qui nous écoutent. J'aurais dû porter du rose ou quelque chose comme ça, mais je ne l'ai pas fait. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y aura un mélange de politique et de culture, je vous le promets. Avant tout, je dois vous dire que j'ai un scoop majeur concernant Blake Lively et Ryan Reynolds, leur tout nouveau projet juridique ou quelque chose qu'ils tentaient de faire. De plus, au cas où vous l'auriez manqué, Harry Emmanuel, leur puissant agent chez WME, s'est maintenant exprimé en leur nom dans le podcast Freakonomics ou l'émission de radio Freakonomics. Et bonne nouvelle pour nous, soi-disant anti-vax, car RFK Jr. vient d'être confirmé, ce qui marque l'aube d'une nouvelle ère. Je suis tellement enthousiaste. C'est déjà un excellent début d'année et nous devons parler de J.D. Vance car il vient de prononcer un discours incroyablement courageux devant la conférence de Munich. Je pense donc que c'est le meilleur discours politique dont je me souvienne récemment. Allons-y sans plus attendre. Bienvenue à nouveau sur Candice. OK, Liz Plank, c'est vraiment très intéressant. Donc, au cas où vous auriez oublié qui elle est, Liz Plank était la co-animatrice du podcast Man Enough aux côtés de Justine Baldoni. Et dès que Blake Lively a déposé sa plainte, Liz Plank est partie, elle a immédiatement annoncé qu'elle quittait, vous savez, en signe de soutien et de solidarité avec Blake après que tout soit sorti. Et les gens ont commencé à enquêter là-dessus. Et en particulier, il y avait cette TikTokeuse, Steph with the Deets, qui a montré que la raison qui l'a peut-être poussé à se ranger du côté de Blake Lively sans vraiment se renseigner ou au moins parler à son co-animateur et entendre sa version des faits pourrait être ce que nous avons découvert depuis, une sorte de répétition de la stratégie psychopathe de Ryan Reynolds qui consiste essentiellement à bombarder les gens d'amour, à leur donner des rôles qu'ils ne méritent pas dans des endroits où ils n'ont pas leur place et à faire semblant d'être le meilleur, l'ami le plus incroyable, parce que la personne qu'ils ciblent et qu'ils veulent isoler est quelqu'un comme Justine Baldoni qui est lié à cet individu. Tout tourne autour de l'isolement. Et donc, Liz Plank était la personne parfaite pour eux à cibler parce que, tout d'abord, si vous ne savez rien d'elle, je n'avais jamais entendu son nom avant le scandale. Elle s'est en quelque sorte construite une image comme étant l'ultime féministe. Vous savez, elle est aussi canadienne et tout ce qu'elle fait, je crois qu'elle a étudié les études féminines à l'université McGill et elle a très soigneusement travaillé en tant que grande défenseur de l'égalité des genres. C'est ça. Donc, si vous pensez emprunter cette voie, comme l'a fait Blake Lively, ce serait la personne idéale à amadouer et à dire « Oh mon Dieu, tu ne vas jamais croire ce que j'ai vécu sur le plateau, ce qui est en fait filmé et n'était vraiment rien. » Mais l'autre aspect de tout cela, c'est quand on se rend compte que Ryan Reynolds, et c'est encore Steph avec les infos, l'a intégré à ce programme, ce documentaire appelé « Welcome to Wrexham » en gros. Je crois qu'ils en sont à la 4e saison. Et c'est Ryan Reynolds et Rob, je vais sûrement écorcher son nom de famille, McElhenney, qui documente en fait l'ascension de cette équipe sportive, dont on sait que Ryan Reynolds possède une part, et donc il l'a fait venir pour qu'elle participe à cette série. En fait, je n'ai pas vu le passage parce que Steph des Infos ne l'a pas montré. Je n'ai pas vu quelles étaient ses compétences qui étaient nécessaires pour qu'elle participe à ce documentaire. Et mesdames et messieurs, accrochez-vous. C'est incroyable. Si vous voulez vraiment comprendre à quel point Ryan Reynolds est psychotique, le fait qu'il l'ait choisie comme experte pour ça va vraiment vous éclairer. OK, je me dis, oh, ça doit être quelque chose d'important. Non, elle est apparue en tant qu'experte pour expliquer au public ce qu'est, eh bien, la définition d'une bromance. Écoutez plutôt. La définition du mot bromance, c'est simplement une relation platonique entre deux hommes. Il n'existe pas d'équivalent féminin au terme bromance. L'équivalent féminin, c'est ami. Et donc, le fait qu'on ait besoin d'un terme pour décrire deux hommes qui vont dîner ensemble, je trouve que c'est très révélateur de ce que les hommes sont autorisés ou non à faire et de l'autocensure qui existe dans leur relation avec d'autres hommes. Donc, la bromance, c'est presque une permission pour les hommes de se rapprocher et de se montrer de l'affection parce que c'est présenté comme une blague. Voilà, mesdames et messieurs, c'est probablement pour ça qu'elle a laissé tomber Justine Baldoni, une opportunité incroyable. Comment Ryan Reynolds l'a-t-il approchée pour ça?
alors que dans sa tête, il se disait « Je dois juste inventer quelque chose car je n'ai rien pour elle, mais on a besoin d'elle de notre côté ». Et donc, il l'a probablement fait venir en jet privé au Royaume-Uni pour ça. Il a probablement dit qu'il l'avait surpayé. Eh bien, nous pouvons vous payer 100 000 $ si vous pouviez être notre expert. Ouais, je pourrais faire approuver cela. Un budget approuvé, 100 000 $ pour que vous puissiez parler de l'expertise, de la culture, de la bromance et de son importance lorsque vous la comparez aux femmes et à leurs Français. Quoi? Quoi? Littéralement, si vous avez besoin d'une preuve qu'il inventait des choses et qu'il donnait des postes aux gens, vous la trouverez ici. OK, je devais juste vous montrer ça avant même d'entrer dans le scoop. Donc, vous vous souvenez que dans le dernier épisode, on parlait de ça. Je vous ai aussi montré, Marcos, un autre TikToker qui s'est fait bannir sa vidéo parce qu'il avait reçu un tuyau, selon lequel la famille Reynolds faisait pression sur Jenny Slate pour qu'elle se joigne en tant que plaignante. Jenny Slate résistait à cette idée. Il avait entendu de quelqu'un dans l'entourage que c'était vrai. J'ai entendu la même chose et je vais dire pour me protéger prétendument, mais je ne sais pas pourquoi je me protège car en fait, j'ai envie d'être impliqué dans ce procès. Je fais beaucoup pour être impliqué dans ce procès. Mais j'ai entendu de sources très sûres que la même chose a été faite avec Liz Plank. Donc, ils l'ont préparée. Ils l'ont présentée comme experte en bromance. Experte sérieuse en bromance, ils l'ont mise dans l'émission. C'est une candidate parfaite. C'est une féministe. Et ensuite, ils ont essayé d'appuyer sur le bouton MeToo. Elle a instantanément pris leur parti, a quitté le podcast avec lui, a fait une déclaration. Et ensuite, ils lui ont en gros demandé de se joindre à eux en tant que plaignante. Et ce qu'on m'a dit, c'est que Jenny Slate a dit hors de question. Elle et son équipe ont évidemment tout passé en revue, ont lu les plaintes pour avoir une vision plus complète, plutôt que de se fier uniquement aux émotions de Blake. Et ils ne veulent absolument pas s'approcher de cette affaire, même de loin. Donc, en coulisses, ils ne font pas que du lobbying. Apparemment, Jenny Slate ainsi que Liz Plank cherchent littéralement n'importe quelle personne qui accepterait de les rejoindre et de confirmer ces déclarations selon lesquelles Justin Baldoni est un type louche et à chaque fois, ils n'obtiennent aucun résultat. Parce que c'est ce qui arrive quand on ment. En parlant de gens qui mentent tout simplement, parlons d'Harry Emanuel, d'accord? Maintenant, il se peut que vous ayez raté cela. Harry Emanuel est un homme très puissant. On pourrait même dire que c'est la personne la plus puissante d'Hollywood, d'accord? Il est le PDG de WME. C'est l'agence impliquée dans ce procès. Évidemment, c'est l'agence qui a immédiatement laissé tomber Justin Baldoni lorsque la plainte a été déposée, la plainte CRD à Los Angeles. Et en fait, je ne le savais pas, mais il est l'agent de Blake Lively et Ryan Reynolds. Donc, ce sont ses clients. Vous avez le PDG, président de WME et Endeavor, et ce sont ses clients. Harry Emanuel a donc décidé de participer à l'émission de radio Freakonomics. L'épisode n'est pas encore sorti. Il a été diffusé à la radio et la presse en a déjà parlé, mais nous n'avons pas encore pu récupérer les extraits car ils ne l'ont pas encore mis en ligne sur leur podcast. Il doit sortir plus tard aujourd'hui et il a parlé de ce qui se passait avec Ryan Reynolds et Blake Lively et je vais vous citer ce qu'il a dit, plusieurs citations. Il a dit, je cite, « Je suis loyal jusqu'au bout et ce sont de bonnes personnes. » Je connais Ryan et Blake depuis plus de 10 ans. Ce sont vraiment des personnes incroyables à Hollywood. Ils ont eu un succès incroyable. Les gens travaillent avec eux. Ils n'ont jamais eu de mauvaise réputation ni maltraité qui que ce soit. Ils sont charitables. Nous les aidons à fonder leur fondation. Ils ont donné des tonnes d'argent. Il a également dit, je cite, qu'elle ressentait. Blake avait le sentiment qu'elle n'était pas protégée. Elle s'est plainte. Et puis ces gens ont essayé de s'en prendre à elle. Ils devraient être arrêtés. Ils essaient toujours de le faire. Ils devraient être arrêtés. Si ce qui est allégué dans sa plainte, soit ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux, est vrai, parce qu'elle s'est plainte au studio que l'ambiance sur le plateau était malsaine et que lui était le réalisateur et cet homme un producteur et qu'ils lui ont fait ce qui est allégué, alors ce sont de mauvaises personnes. Il a ensuite déclaré, je cite, « Les réseaux sociaux sont parfois une très bonne chose car ils permettent aux gens, aux stars, de se connecter avec leurs fans. Mais Baldoni et Heath s'en sont servis de manière malveillante, si c'est vrai. Nous devons simplement être conscients que les réseaux sociaux peuvent détruire des gens et ils ne devraient plus être là à intimider les autres, à utiliser les réseaux sociaux maintenant pour essayer de leur nuire et de les maltraiter. L'équipe de Baldoni devrait simplement arrêter puisqu'ils pensent être innocents et laisser le processus suivre son cours. » Enfin, il a dit ceci, et c'est ma partie préférée de ses citations.
Il dit « Je veux dire, c'est vraiment une situation pourrie et merdique. » Ce que Baldoni, peu importe son nom, est en train de faire. Et puis, lorsque l'animateur qui parlait avec lui, Steph Dubner, fait remarquer que Baldoni faisait partie de la liste WME, Harry rétorque « Jusqu'à ce que je le vire. Oh, Harry est tellement puissant. Le grand méchant jusqu'à ce que je le vire. Incroyable. Il est tellement puissant, les gars. Et il est tellement cool. Il ne se souvient même pas de son nom. C'est Baldoni, quel que soit ton nom, gamin. Ha 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 ha. Harry, Starry, Fari, quel que soit ton nom, gamin. Ha ha ha. Je ne comprends pas comment ils ne comprennent pas pourquoi nous ne les aimons pas. Je veux dire, juste l'idée de ne même pas avoir assez de respect pour prononcer son nom. Justin Baldoni, il a évidemment lu tous les messages, mais il va juste venir ici et dire que ce sont de bonnes personnes parce qu'elles donnent de l'argent à des œuvres de charité. Et je crois vraiment que c'est ce que font les célébrités. Ce sont des êtres humains terribles. Ils se montrent sur les tapis rouges comme au gala de l'Amphare, dans leur tenue hors de prix, pour être vus, pour être photographiés, et ils donnent 1 million de dollars. Et devinez quoi, les gars? C'est tout. C'est leur indulgence. C'est tout. Vous devez accepter que ce sont de bonnes personnes. Ils ont donné un demi-million de dollars à des œuvres de charité, peu importe comment ils traitent les autres. Bon, alors, les gars, Harry Emanuel est l'homme le plus puissant d'Hollywood et il s'est exprimé, donc j'imagine que l'affaire est classée. Tant que Ryan et Blake sont gentils avec les milliardaires, non. Pourquoi sommes-nous contrariés? Vous entendez ça? Oh, ils sont probablement aussi gentils avec Oprah, j'imagine, et avec Mark Zuckerberg. Et évidemment, ils sont amis avec Taylor Swift depuis 10 ans. Donc, clairement, si vous avez assez d'argent, ce qui est le cas d'Harry Emanuel, Blake Lively et Ryan Reynolds seront gentils avec vous. Alors, quel est exactement le problème ici? Toutes ces petites mamans détectives, tous ceux qui suivent cette affaire, lisent les messages et voient à quel point ils sont horribles. Lisent les messages qu'ils ont envoyés, d'accord? Sans imaginer comment ils les ont traités. Pouvoir lire les messages, pouvoir voir comment ils parlaient aux gens en coulisses, se vanter en disant « Oh, je pourrais juste demander à des gens très puissants de ruiner ta vie. » J'ai des dragons. Donc oui, je suppose qu'on est censé simplement accepter ce que dit Harry Emanuel. Parce qu'il pense que nous sommes stupides. D'accord? Les gens à Hollywood pensent que des gens comme toi et moi sont stupides. Nous sommes trop bêtes pour reconnaître que ce qu'il fait clairement pour vous tous, nous ne sommes qu'une bande de demi-intelligents, c'est protéger un actif commercial. D'accord? Il gagne des millions grâce à eux. Il veut qu'ils réussissent parce qu'il empoche des millions grâce à eux. C'est ça, être un agent. Tu signes des contrats. J'en prends une part. Il ne veut pas que leur marque meure parce que ça lui fait perdre de l'argent, mais il essaie de vous le présenter autrement parce qu'il pense, encore une fois, que vous êtes une bande de gens limités. Bon, alors voyons un peu qui est Harry Emanuel en général. D'après Bloomberg, il a une fortune personnelle d'au moins 1 milliard de dollars. Il possède également TKO Stakeholdings, qui regroupe à la fois l'UFC et la WWE sous son égide. Petite anecdote intéressante au passage. Je pense qu'il doit aussi m'apprécier parce que Endeavor a conclu un accord avec l'UFC. Je veux dire, ils ont fait un deal avec la WWE que la famille McMahon possédait depuis toujours. Soudainement, Vince McMahon se fait rattraper par le mouvement MeToo et il revend une grande partie de ses parts à Endeavor, ce qui a certainement rendu Harry beaucoup plus riche. Donc je ne sais pas. Peut-être que c'est juste une stratégie qui se répète à Hollywood. J'ai longtemps soupçonné que le mouvement MeToo était en réalité orchestré par des hommes dans l'ombre. Et maintenant, ça m'intéresse. Et on y reviendra plus tard. D'accord, comme je l'ai mentionné, il est le PDG de l'agence de talent Endeavor, qui est une agence de talent valant plusieurs milliards de dollars avec des filiales comme Wall Group, Art Plus Commerce, M2M, la société de gestion de mannequins que vous connaissez, IMG Models, qui représente Gigi Hadid, Gisele Bündchen. L'année dernière, il a été rapporté qu'il avait touché 64,9 millions de dollars. Il bénéficie d'un salaire de 65 millions de dollars en tant que PDG du groupe TKO. Et ne me lancez même pas sur son frère Rahm Emanuel qui a ruiné Chicago. Un escroc absolu. Il devrait être en prison. Et puis, il y a son autre frère Ezekiel, connu sous le nom de Zek. Zik, Geek, Fuite. Est-ce qu'on rimait, Harry? Quel que soit son nom, d'accord. C'est un lobbyiste pharmaceutique qui faisait partie du conseil consultatif sur la COVID-19. Donc, vous savez, genre, restez à la maison, sauvez des vies, laissez mamie mourir seule, faites confiance à la science. Et en gros, Harry reprend la même chose. Il veut que vous fassiez simplement confiance à la science quand il s'agit de Blake et Ryan. Et il veut que vous acceptiez.
que Blake et Ryan sont toujours gentils avec les milliardaires. Alors je veux que vous vous en souveniez. La prochaine fois que vous penserez à cela et que vous lirez leurs propres mots en comprenant ce qu'ils ont dit, je veux que vous vous arrêtiez et que vous vous disiez « mais je parie qu'ils ont été vraiment gentils avec Jeff Bezos ». On dirait qu'ils sont vraiment gentils avec Gigi Hadid. Et je suis sûre que Blake Lively serait vraiment adorable avec quelqu'un comme Gisele Bündchen. Alors, où est le problème? Sérieusement, les gars, ces milliardaires ne sont tout simplement pas comme nous, en fait. Ils croient qu'ils appartiennent à une classe de la société où il est parfaitement acceptable de s'associer à des personnes malfaisantes tant que cela leur rapporte de l'argent. Parce que c'est ce que dit Harry Emanuel. Genre, ces gens-là, ils sont formidables. Ils me rapportent de l'argent. Je suis plus riche qu'eux, donc ils sont gentils avec moi. Et le reste d'entre vous, vous pouvez dégager parce que ce sont mes actifs. C'est ce qu'il dit. C'est pourquoi je pense qu'il est normal pour nous, si on veut l'écouter, d'ignorer complètement le fait que, comme je l'ai rapporté dans mes stories Instagram hier, il y a des gens qui témoignent des abus qu'ils ont subis, ce qu'ils ne voient tout simplement plus. Ils ne le voient nulle part. Les réseaux sociaux, c'est parfois une mauvaise chose, dit-il, parce que les gens peuvent alors nous contourner. Nous contrôlons le Hollywood Reporter. Nous pouvons contrôler Deadline. Nous pouvons contrôler le New York Times. Mais alors, ces mamans sur Insta, qu'est-ce qu'elles font? Elles fouinent et elles trouvent des choses comme ce que nous avons découvert en tombant sur Barbara Zeman. Alors, qui est Barbara Zeman? Elle était la 4e assistante réalisatrice sur A Simple Favor, le premier film, la première partie du film avec Blake Lively et Anna Kendrick. Et l'acteur qui jouait le mari de Blake dans ce film reprend son rôle dans le 2e film qui doit sortir d'un jour à l'autre. Et c'est ce type, un acteur nommé Henry Golding. Donc, il a publié une affiche promotionnelle du film sur son Instagram qui s'appelle Another Simple Favor. Il va sortir. Et Barbara, l'ancienne 4e assistante réalisatrice, a écrit ceci. Elle a écrit « J'ai travaillé avec toi sur le premier. Mon expérience avec tout le monde a été absolument incroyable. Sauf avec une certaine personne qui est la raison pour laquelle j'ai arrêté d'être assistante réalisatrice. Devine qui est cette personne? Je te souhaite tout de même le meilleur pour ce projet. » Donc, elle a posté ça. Les détectives d'Internet l'ont remarqué. Ça a commencé à circuler et puis plein de gens ont commenté, en gros, en lui demandant d'en dire plus sur ce qui s'était passé, en lui apportant leur soutien. Et puis 6 jours plus tard, elle a répondu dans la section des commentaires et elle a écrit « Merci pour votre gentillesse ». Je veux éviter d'attirer l'attention là-dessus, mais je dirais, en parlant de Blake, qu'elle a été cruelle avec beaucoup de gens. Je sais que j'ai pleuré sur le chemin du retour de nombreuses nuits parce que tu fais tout pour satisfaire quelqu'un qui n'est jamais satisfait et qui te rabaisse constamment. Je n'arrive pas à croire que ça se retourne enfin contre elle. Le karma existe vraiment. Et évidemment, tout cela a pris de l'ampleur en partie parce que je l'ai partagé, d'autres personnes l'ont partagé aussi. Et maintenant, elle a disparu de la plateforme parce que cela a fait la une, des gens parlant de leur expérience avec elle, car beaucoup de personnes ont pris la parole pour raconter leurs différentes expériences avec Blake Lively. Et encore une fois, nous lisons nous-mêmes les messages textes. Ne croyez pas ce que vous voyez de vos propres yeux. N'écoutez pas Barbara parce que vous n'êtes pas assez riche. OK, Harry Emmanuel veut que vous sachiez qu'il donne de l'argent à des œuvres de charité. Est-ce que vous pourriez donner $1 million à une fondation contre le sida ou pour une aide après un ouragan, d'accord? Alors, fichez le camp, les gars. Voilà comment Hollywood considère les petites gens. Aussi, n'écoutez pas Blake, même dans ses propres mots, car comme nous l'avons vu la semaine dernière, elle a admis ouvertement qu'elle fait exactement ce dont l'équipe de Justin Baldoni l'accuse. Elle fait semblant d'être simplement une actrice puis prend volontairement le contrôle des films. De plus, si elle n'obtient pas ce qu'elle veut ou si quelqu'un est choisi et qu'elle ne l'aime pas, elle a admis ouvertement qu'elle monte tout le casting contre cette personne. C'est ce qu'elle a admis en 2009, du moins, dans un article du magazine Glamour dont elle faisait la couverture. Je m'en souviens, les gars. Je vous le dis, je travaillais au magazine Glamour quand je vous ai dit qu'elle faisait la couverture et que ma patronne pour qui je travaillais a dit qu'elle était horrible et que c'était la personne la plus impolie avec qui elle ait jamais travaillé. C'était la couverture du magazine. Vous pouvez en être sûr. Je travaillais chez Glamour quand ce numéro du magazine est sorti, d'accord? Donc elle était au départ contrariée. C'est une citation d'elle. Elle était contrariée que Penn Badgley, son petit ami, ait été engagé pour le rôle. Elle a dit dans le magazine, je cite, « Au début, j'étais tellement contrariée qu'il l'ait engagé. J'ai carrément monté tout le casting contre lui. Mais ensuite,
Ils ont remarqué qu'il n'était pas un crétin et qu'il était en fait quelqu'un de très gentil et charmant. Presque immédiatement, je m'en suis rendu compte aussi, mais il m'a fallu environ une semaine pour l'admettre. Donc Blake n'aimait pas ça. Alors Blake va s'en prendre à toi et monter tout le casting contre toi. Et maintenant, elle a l'argent et les ressources pour monter le casting contre toi, y compris des personnes qui n'ont rien à voir avec sa vie et qui participent à un podcast sans rapport, pour les faire venir au Royaume-Uni afin d'offrir des avis, des conseils et une expertise vraiment avisée et éclairée sur le sujet des bromances. J'espère qu'elle écrira un livre. J'espère vraiment que Lise Plank écrira un livre pour que je puisse enfin comprendre ce qu'est exactement une bromance et comment je devrais la comparer à mes amitiés féminines. Bref, faites confiance à la science, comme je l'ai dit, parce qu'elle est vraiment gentille avec les milliardaires. Et la mise à jour la plus scandaleuse d'ailleurs dans ce procès, c'était vraiment choquant pour moi. J'étais personnellement offensée en voyant ça et j'étais en train de paniquer. OK, en gros, la façon dont il faut voir les choses, c'est que Blake Lively admet désormais ouvertement qu'elle n'avait pas la moindre preuve lorsqu'elle a conspiré pour ruiner toute la carrière de Justin Baldoni. Vie. Pourquoi le savons-nous? À cause d'une assignation à comparaître, cette information a été rendue publique mercredi sous la forme d'une assignation à comparaître. Au cas où vous l'auriez manqué, ses avocats et ceux de Ryan Reynolds ont envoyé une assignation à comparaître à 3 opérateurs téléphoniques, AT&T, Verizon et T-Mobile, demandant des documents concernant Baldoni, le producteur Jamie Heath et, bien sûr, le cofondateur milliardaire de Wayfarer Studios, Steve Sarowitz. Désormais, les assignations concernent également les attachés de presse impliqués, Jennifer Abel et Melissa Nathan. Il n'est d'ailleurs pas du tout inhabituel de demander par assignation des messages dans le cadre d'un procès. C'est en fait tout à fait normal. Si vous pensez qu'il y a certains messages, la portée de la demande est limitée. J'ai déjà été impliquée dans ce genre de situation. Vous leur transmettez les messages et cela leur permet de chercher une preuve qu'ils affirment s'y trouver, peu importe laquelle. Mais ce n'est pas ce qu'ils font. Il ne s'agit pas d'une assignation à comparaître à portée limitée. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole de Lively. Ils ont déclaré, je cite, que les relevés téléphoniques appartenant à tous les accusés individuels exposeraient l'ensemble du réseau d'individus impliqués dans la campagne de diffamation contre Madame Vivant. De tels documents fourniront des preuves cruciales et irréfutables non seulement sur l'identité des auteurs, mais aussi sur le moment, le lieu et la manière dont leur plan de représailles a été élaboré et mis en œuvre. Donc vous vous dites, wow, ils doivent avoir une preuve irréfutable là-dedans. Et puis, Brian Friedman lâche ça, d'accord? En gros, il demande pas seulement les messages liés à ce procès, juste pour qu'ils sachent qu'ils cherchent une conversation entre un tel et un tel, cette semaine-là, ce jour-là. Ils réclament tous les appels, SMS et données de localisation, tout ce qu'il y a dans le téléphone remontant sur 2 ans et demi. Ils veulent tous les messages qu'ils ont envoyés. D'accord. Brian Friedman a déclaré, citation, « Cette expédition massive de phishing démontre qu'ils recherchent désespérément une base factuelle, une base pour leurs affirmations manifestement fausses. Ils n'en trouveront pas? D'accord. Vous ne demandez pas tous les messages de l'ensemble du téléphone de quelqu'un remontant à 2 ans et demi. J'ai été personnellement offensée quand j'ai entendu ça, parce que je pense qu'il compte encore une fois sur le fait que le public soit stupide et pense que c'est normal. Bien sûr que non, ce n'est pas normal. Vous êtes fous? Vous imaginez ce que vous pourriez trouver? En gros, vous pourriez donner n'importe quelle image de n'importe qui dans le monde entier. Comme une mauvaise personne, si vous aviez accès à 2 ans et demi de messages sortis de leur contexte, on me présenterait comme la personne la plus raciste du monde entier. Le nombre de fois où j'envoie des messages racistes à mes sœurs, littéralement tous les jours, je leur dis « Arrêtez de faire ça. Arrête. Arrête d'être noir. Réveille-toi. Arrête d'être noir. » Sorti de son contexte, oh mon Dieu. Le titre serait « Candace Owens a dit à sa sœur « Arrête d'être noire. » Pourquoi aurait-elle dit ça? Comment a-t-elle pu faire ça? J'envoie des messages terribles, des messages horribles à mes copines, des messages drôles, des blagues, des messages de redneck de Savannah à Mark. Je joue sur le stéréotype médiatique selon lequel je serais antisémite. J'envoie des blagues juives à Mark. Peux-tu imaginer que quelqu'un ait accès à tout ça et puisse tout balancer dans un procès sorti de son contexte et que quelqu'un doive se défendre en disant « Oh non, non, je ne déteste pas les Noirs. C'est juste moi qui parle à ma petite sœur. C'est comme ça qu'on se parle. C'est comme ça qu'on montre notre affection. C'est ce qu'ils demandent. J'ai, par exemple, des photos des cuisses de mes enfants. Envoyées à mon mari, envoyées à un pédiatre. Genre, est-ce que c'est une éruption? Est-ce que c'est de l'eczéma?
Tu ne peux pas demander, tu n'as aucun droit de réclamer 2 ans et demi de chaque message envoyé depuis le téléphone de quelqu'un. C'est absurde. C'est ridicule. Et encore une fois, cela repose sur une stupidité fondamentale. OK, tu crois que le public est fondamentalement stupide. Donc, je pense que le jeu auquel ils jouaient, c'est qu'ils allaient faire cette demande. Évidemment, ils allaient répliquer très fort. Genre, pour commencer, les gens des relations publiques, Melissa, Nathan, qui d'autre est du côté RP, ils n'ont même pas rejoint ce procès. Ils ne sont même arrivés qu'en août en tant que RP de crise. Pourquoi diable vous donnerait-il 2 ans et demi de messages alors qu'il ne représentait même pas cette personne avant la toute fin, quand tout a dégénéré? Oh, je sais, parce que vous voulez tout avoir pour pouvoir présenter les gens comme des monstres, hors contexte. Donc, je dis que la meilleure réponse à cela, c'est que, étrangement, je pense que 2 ans et demi de messages de Justin Baldoni vont être vraiment intéressants. Je suis plutôt d'accord. J'ai l'impression que ça va être tellement agaçant et qu'il va être d'une gentillesse insupportable pendant 2 ans et demi. Et j'aurais juste envie de lui faire des petites tapes sur la tête. OK, mais bon, c'est de bonne guerre. Laisse-le faire, en fait, Brian Friedman, tant que tu peux avoir 2 ans et demi de tous les messages que Blake et Ryan se sont jamais envoyés, parce que j'adorerais avoir 2 ans et demi de messages entre Blake et Taylor Swift, parce qu'il y a quelque chose là. Mon instinct me dit que je sais juste qu'elle fait son tour de magie abracadabra et qu'elle va disparaître parce qu'elle sait que le public a compris son jeu. Elle est très proche. Icar sait quand il vole trop près du soleil. D'accord. Taylor Swift, Icar sait. C'est comme, oh, elle redescend, je suis là, non, 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 on va te faire remonter. Je veux 2 ans et demi de tes messages. Joue le jeu. C'est ce que je pense. Je dis de jouer parce qu'en fait, j'ai entièrement confiance que Justine Baldoni n'envoie pas de messages racistes à sa sœur, comme je le fais tout le temps avec mes sœurs, les deux, en fait, tout le temps. Je le fais vraiment. C'est terrible. Bref, on vous tiendra au courant à ce sujet. Mais je voulais aussi vous dire qu'on a pu confirmer au moins l'un des posts que Colleen Hoover a supprimé de son Instagram depuis son retour il y a quelques jours. En gros, elle avait republié sur sa page principale un message qui avait été écrit et partagé le 22 décembre, donc 2 jours après que Blake Lively a déposé sa plainte fédérale au tribunal. En fait, sa plainte CRD à Los Angeles, sa bande d'amis du pantalon voyageur, America, actrice, America Ferrera, Amber Rose, Tamlin et Alexis Bledel, je crois que c'est son nom, j'espère que je le prononce correctement. Bref, elles étaient ses co-stars dans un film de 2005 et elles ont maintenu leur amitié au fil des années. Elles ont rédigé cette longue lettre de soutien, disant essentiellement, je cite, « En tant qu'amies et sœurs de Blake depuis plus de 20 ans, nous nous tenons à ses côtés, solidaires, alors qu'elle se défend contre la campagne rapportée. » Tout au long du tournage de It Ends With Us, nous l'avons vu rassembler le courage de demander un lieu de travail sûr pour elle-même et ses collègues sur le plateau. Et nous sommes consternés de lire les preuves d'un effort prémédité et vindicatif qui a suivi pour discréditer sa voix. OK, blablabla. Vous voyez, vous avez compris l'idée. En gros, c'est comme... Et Colleen Hoover a vu ça et elle a décidé de le repartager sur son Instagram. Et voici ce qu'elle a mis en légende sous la publication. Elle a écrit « J'ai trouvé cette note magnifique et j'allais la partager dans mes stories comme j'ai partagé mon post à propos de Blake dans mes stories hier. Je voulais montrer mon soutien, mais j'avais de l'anxiété à l'idée de mettre mon post sur Blake dans mon fil et de me plonger dans une spirale mentale à cause des commentaires inévitables. Ils peuvent être odieux. Et au cours de l'année ou 2 qui vient de s'écouler, mon attitude envers les réseaux sociaux a énormément changé. » Elle poursuit ensuite en disant « Mais cette déclaration de la part de ces femmes et la capacité de Blake à refuser de s'asseoir et de se laisser enterrer ont été tout simplement inspirantes. Voir ces 3 femmes défendre leur amie alors qu'elles savent très bien qu'elles vont se faire démolir par ceux qui choisissent de ne pas accepter ou de ne pas lire les preuves, c'est inspirant. J'en ai fini d'avoir peur de poster par crainte que la section des commentaires nuise à ma réputation. Je me fiche de mon héritage futur, je ne m'en suis jamais souciée. Je me soucie des personnes qui font actuellement partie de ma vie que j'aime et que je connais et en qui j'ai confiance. Et je me soucie des lecteurs qui m'ont soutenu tout au long de mon parcours et qui me contactent chaque jour pour me demander où je suis passée et pourquoi je n'ai pas publié de livre depuis des années. La réponse est simple. Nous sommes devenus une société cruelle de juges qui attendent la perfection, blablabla. Elle fait donc une déclaration très forte et on peut maintenant dire que c'était contre Justine Baldoni. Elle a non seulement repartagé ce qu'ont écrit les filles du voyage, ou peu importe le nom, Sisterhood of the Traveling Pants, mais elle y a aussi ajouté son propre ressenti.
et utilise cette expression, sous-entendant que Justin a orchestré cette campagne pour enterrer Blake Lively. Et donc, je vais dire ceci. Colleen Hoover doit sortir et présenter des excuses franches et complètes à Justine Baldoni. C'est ce qu'elle doit faire. On ne peut pas fuir cette situation. On ne peut pas supprimer des publications et faire comme si rien ne s'était passé. Tu dois assumer tes responsabilités, d'accord? Tu ne lui as pas permis de répondre. Tu ne lui as pas permis de donner sa version. C'est lui qui a donné vie à ton livre. Et tu l'adorais. Tu voulais qu'il joue ce rôle. Tu as manifestement eu une bonne expérience avec lui. Et tu as laissé tout cela changer parce que tu as eu la tête qui tournait en voyant des célébrités te couvrir d'amour. Le public, d'ailleurs, sera extrêmement compréhensif si tu dis que tu l'as cru. D'accord, très bien, je comprends. Tu as le droit, au premier abord, de ne pas percevoir le niveau de mal qui règne à Hollywood. Je comprends. Tu es nouvelle dans cette ville et tu ne comprends pas comment ces gens fonctionnent. Et comme je l'ai dit, je crois vraiment que le mouvement MeToo a été instrumentalisé dans l'industrie par des gens comme Ari Emanuel qui veulent simplement prendre le contrôle des entreprises des autres. D'accord. Et je pense qu'ils encouragent ce genre de choses. Et je pense que peut-être Ari Emanuel se voit en Ryan Reynolds, non? Affamé, prêt à tout, prenant le contrôle des films, mettant son nom au générique de choses qu'il n'a pas faites, de choses qu'il n'a pas créées et, ce faisant, construisant en quelque sorte un empire pour soi-même. Mais la réalité, Colleen Hoover, c'est que tu es tombé dans le piège, tu as fait une déclaration forte et tu as blessé cette personne, tu as blessé sa famille. Et ses enfants devront grandir un jour et lire cela. Une personne qui ne voulait rien d'autre que de donner vie à ta vision. Donner vie à la vision de tes lecteurs, en réalité. Ce qu'ils ont imaginé en lisant ce livre, alors tu dois prendre tes responsabilités et présenter tes excuses. D'accord? C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Très bien, les amis. On passe à l'un de nos sponsors, PDS Debt. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent submergés par les factures de carte de crédit, les prêts personnels ou les dettes médicales. C'est comme si votre argent travaillait plus dur pour vos créanciers que pour vous, mais ça n'a pas à être ainsi. PDS Debt ne fait pas que vous aider à gérer vos dettes. Ils vous donnent les moyens de reprendre le contrôle. Grâce à leur plateforme, ils vont au-delà des chiffres pour comprendre votre situation financière unique et élaborer un plan personnalisé conçu spécialement pour vous. Et voici le meilleur dans tout ça. Il n'y a aucune exigence de score de crédit minimum. Donc, que votre crédit soit mauvais ou moyen, ils sont là pour vous aider à économiser davantage, à rembourser vos dettes plus rapidement et à recommencer à placer votre argent là où il doit être, c'est-à-dire sur votre compte d'épargne. Commencer est extrêmement facile. Il vous suffit d'aller sur pdsdebt.com/Candice pour compléter votre évaluation gratuite de dette et découvrir quelles options s'offrent à vous. Chaque jour que vous attendez vous coûte de l'argent. Alors, commencez votre analyse gratuite de dette en seulement 30 secondes sur pdsdebt.com/Candice. Encore une fois, c'est pdsdebt.com/Candice. Reprenez le contrôle dès aujourd'hui en visitant pdsdebt.com/Candace. Aussi, l'or, parce que vous savez que le président Trump est de retour, il adore l'or et cela pourrait vraiment être bénéfique pour l'or et l'argent. Sous le premier mandat de Trump, le prix de l'or a grimpé de 53% et celui de l'argent a bondi de 51%. L'or pourrait donc continuer à battre des records en 2025 et au-delà. L'or et l'argent sont utilisés comme réserve de valeur depuis des siècles. Le gouvernement ne peut pas les manipuler facilement et ils sont connus comme des couvertures contre le risque du marché et l'inflation. Et c'est pour ça que je l'ai fait. J'ai acheté de l'or et de l'argent auprès de mes partenaires de Goldco. Goldco est une société de métaux précieux. Ils soutiennent cette émission depuis le début et ils ont aidé l'Amérique laborieuse à acheter plus de 3 milliards de dollars d'or et d'argent. Ils savent ce qu'ils font. En ce moment, vous pouvez obtenir gratuitement leur kit or et argent 2025. En plus de cela, vous pourriez également être éligible à un bonus allant jusqu'à 15 000 dollars en argent, voire plus. Pour en savoir plus, rendez-vous sur CandiceLikesGold.com. Facile à retenir, CandiceLikesGold.com. Très bien, les amis, la première chose que je veux faire, d'ailleurs, c'est apporter une correction. Hier, pour ceux d'entre vous, les millions qui suivent la série Becoming Bridget, il nous a été signalé que nous avions accidentellement affiché la photo du mauvais David Rothschild lorsque nous parlions des liens d'Emmanuel Macron et de ceux qui l'ont mis au pouvoir. Nous avons montré cette photo de David Meyer de Rothschild, qui est en réalité un artiste et environnementaliste. Il fait bien partie de la famille. Évidemment, son père est Evelyn de Rothschild. Mais la photo correcte que nous aurions dû montrer, c'est celle de David René de Rothschild. Et c'est lui qui, en gros, a fait accéder Macron au pouvoir comme par magie, alors même que ses collègues disaient que c'était un parfait idiot qui ne savait même pas ce que signifiait EBITDA. Donc, c'est bien le bon David de Rothschild.
Et bien sûr, nous voulons toujours nous assurer de faire autant de vérifications des faits ici, afin d'être précis et de ne pas mal identifier quelqu'un. Très bien, les gars, au-delà de ça, RFK est confirmé, les mamans se réjouissent, d'accord? Les mamans anti-vax se réjouissent. Nous avons gagné, c'est nous qui avons fait ça. Et d'ailleurs, pour les mamans conservatrices, il faut reconnaître que la gauche a marqué un point sur ce coup-là. La culture crunchy vient de la gauche. Je suis désolée. C'était complètement fou. Les mamans de gauche ont été les premières à devenir bizarres et granola et tout le monde trouvait ça étrange et fou. Et puis on a commencé à monter dans le train en marche. Je ne sais pas pourquoi ça m'est arrivé à moi. Évidemment, j'ai eu une blessure vaccinale et voilà. Il n'y avait aucune information disponible pour une personne qui savait. Je savais depuis l'âge de 20 ans que je n'allais pas vacciner mes enfants. Après avoir été blessée par le vaccin Gardasil, j'ai littéralement fait une mini-crise dans la salle. Donc, il était impossible de me faire du gaslighting. Et le médecin a dit, « Vous ne devriez pas terminer la série. » Personne n'allait me faire croire que, vous savez, ça n'arrive pas ou que les vaccins ne peuvent pas vous faire de mal. Et ça a été un vrai parcours du combattant. La seule personne auprès de qui j'ai pu obtenir des ressources, c'était RFK Jr. cette année-là. Et donc, pour lui, être une grande raison pour laquelle je pense que beaucoup de gens se sont rassemblés à gauche comme à droite, et savoir qu'il est maintenant confirmé, le décompte final des voix était de 52 contre 48. Et la confirmation s'est faite presque entièrement selon les lignes partisanes. Je dirais que du côté républicain, il n'y a eu que Mitch McConnell, le seul républicain à avoir voté contre la nomination de Kennedy, ce qui était vraiment étrange. Et ça, la raison en est qu'il a fait cette déclaration. Je suis un survivant de la polio contractée dans mon enfance. Au cours de ma vie, j'ai vu les vaccins sauver des millions de vies de maladies dévastatrices à travers l'Amérique et dans le monde entier. Je ne vais pas terminer là-dessus, mais je veux que vous sachiez que ces mensonges ne tiendront plus, car les gens commencent à se réveiller. Et c'est pourquoi cette bénédiction, le fait que je puisse avoir une chance dans le noir, vous savez, elle est maintenant de nouveau disponible sur CandiceSullins.com pour toutes les mamans qui ont des enfants et qui peut-être ne sont pas du tout anti-vaccin, mais qui ressentent aussi cette pression énorme de la part des grands laboratoires, des médecins, des pédiatres, de tout le monde autour de vous qui vous disent que les vaccins sont bons, qu'ils sont formidables. Et vous vous dites, attendez, je ne sais rien à ce sujet. Je veux au moins ne pas avoir l'impression qu'on me parle en utilisant seulement du jargon médical, comme si j'étais idiote. Je veux juste savoir quelque chose. C'est vraiment un excellent point de départ. J'ai essentiellement pris ce que j'ai pu apprendre de RFK Jr. et j'en ai fait un podcast appelé « A Shot in the Dark ». Et il est disponible sur CandiceOwens.com et vous devriez le partager avec vos amis, surtout avec les mamans qui ont leur premier enfant. Nous couvrons chaque vaccin qui s'y trouve et donc je suis vraiment, vraiment heureuse. C'est vraiment une victoire. Et c'est une victoire pour tous les parents qui en ont assez de se faire sermonner. Et je pense d'ailleurs que pour cette raison, le COVID a été un cadeau. Aussi fou que cela ait été, il y a eu les confinements, aussi fou que cela ait été d'être éloigné de nos parents, de nos proches, des personnes qui ont dû souffrir sans même pouvoir être aux côtés de leurs êtres chers lorsqu'ils sont décédés. Ce que cela a fait, c'est transformer fondamentalement la société. Et donc, des personnes qui auraient été totalement opposées à cette conversation, qui n'auraient jamais permis qu'elle ait lieu, qui se seraient contentées de crier « Vous êtes un anti-vaccin », sont maintenant prêtes à écouter, parce qu'elles réalisent qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas, quelque chose de très dérangé dans l'institution médicale, et elles commencent à se demander « Est-ce que tout cela n'est qu'une question de profit ?» Et ma réponse pour vous serait « Oui, c'est le cas ». Et vous ne serez pas offensés en regardant cette série. Je suis très doux dans mon analyse de tout et je vous donne simplement les faits et je vous donne des questions à poser à votre médecin sur chaque vaccin qu'il essaie d'imposer à vos enfants. Et j'espère donc que cela aide. Je sais que cela aidera. Je suis très fière de cette série. Je pense que c'est le travail le plus important que j'ai jamais réalisé, vraiment. D'ailleurs, J.D. Vance, OK, je ne sais pas ce que vous pensez de lui. J'adorerais l'entendre. Les gens de gauche, j'ai l'impression qu'il est en quelque sorte apprécié. Il est très, très intelligent, c'est évident. Nous avons fait cette chose incroyable. Il a donc assisté à la conférence de Munich sur la sécurité. Et pour l'essentiel, cette conférence a lieu depuis les années 1960. Et vous êtes censé vous asseoir là-haut et parler des menaces. Vous savez, des menaces pour l'establishment occidental, vous voyez, et c'est censé être la Russie et l'Iran, et tout le monde se lève. Et voilà ce que nous devons faire. Nous devons protéger l'Ukraine, peu importe. Je ne suis pas du tout là-dedans. OK, je pense que la seule chose peut-être pire que le complexe industriel pharmaceutique, c'est le complexe industriel militaire. Et nous passons tous à côté.
Et nos pays ne sont pas plus sûrs. Nos villes ne sont pas plus propres. Et on nous dit constamment que nous devons nous mettre au travail parce que nous devons défendre les villes des autres. Et ça n'a aucun sens pour moi. Et je sais que c'est une perspective très conservatrice. C'est une position que je défends. Et ainsi, en fait, être anti-guerre était autrefois une perspective de gauche. Je ne sais pas. Les choses ont changé, les temps ont changé. Ils ont vraiment changé. Quoi qu'il en soit, J.D. Vance s'adresse à la conférence de sécurité de Munich, qui est évidemment remplie de tous ces dirigeants d'État et de dirigeants européens, de politiciens européens, et ils se sentent tellement fiers d'eux-mêmes. Nous sommes l'Europe, vous savez, nous sommes l'Occident, nous sommes les meilleurs, et ils les démontrent complètement pour ce qu'ils sont devenus, pour ce que nous sommes tous devenus. Je vous le dis, les amis, nous avons ressenti une pression. L'Amérique n'est plus aussi libre qu'avant. Quand il s'agit de liberté d'expression, quand il s'agit de pouvoir avoir une opinion politique sans que les médias ne s'en prennent à vous, essayant de ruiner toute votre vie. Il n'y avait pas de culture de l'annulation dans les années 90. Il faut revenir en arrière et regarder d'anciens épisodes sur les sujets qu'Oprah abordait. Celui-ci aurait pu s'appeler, par exemple, Adolf Hitler. Elle couvrait littéralement des cultes sataniques. Et quand j'ai parlé, j'ai même dit culte satanique dans un ancien épisode sur YouTube. Mon épisode a été supprimé. Et vous savez, la liberté. Nos libertés sont retirées très lentement. Nous devons en être conscients. Et parfois, je pense que nous pouvons être tellement passionnés et tellement opposés à une personne ou tellement pris dans la toile des mensonges médiatiques à vraiment croire que ce que les médias nous disent sur quelqu'un est vrai, que nous serions prêts à abandonner nos libertés pour que cette personne soit annulée. Vous ne réalisez pas que ça ne s'arrête pas à cette personne, n'est-ce pas? Vous donnez aux médias le pouvoir ultime. Vous donnez aux médias le pouvoir de détruire la vie de quelqu'un. Et nous ne voulons pas faire ça. Ainsi, même si nous pensons que nous nous détestons, nous devons défendre le droit de chacun à s'exprimer. Et l'Europe ne l'a pas fait ces derniers temps. Ce qui se passe en Europe est terrifiant. Ils sont devenus exactement ce qu'ils détestent. Nous étions censés intervenir et mettre fin aux guerres. Les nazis, tu ne pouvais pas dire ça. Tout ce que vous avez appris, l'Europe est en train de le devenir. Et J.D. Vance les interpelle simplement sur scène. C'est un clip incroyable que nous allons vous montrer. Ceci ne représente que 3 minutes du discours. Vous devriez vraiment aller voir le film en entier. Mais c'est ce que J.D. Vance avait quelque chose à dire. Écoutez. Et malheureusement, quand je regarde l'Europe aujourd'hui, je ne vois pas toujours très bien ce qui est arrivé à certains des vainqueurs de la guerre froide. Je regarde vers Bruxelles, où les commissaires de l'UE avertissent les citoyens qu'ils ont l'intention de fermer les réseaux sociaux en période de troubles civils dès qu'ils repèrent ce qu'ils considèrent comme, je cite, du contenu haineux. Ou vers ce même pays où la police a mené des perquisitions contre des citoyens soupçonnés d'avoir publié des commentaires antiféministes en ligne dans le cadre, je cite, de la lutte contre la misogynie sur Internet, une journée d'action. Je regarde vers la Suède où il y a 2 semaines, le gouvernement a condamné un militant chrétien pour avoir participé à des autodafés du Coran qui ont conduit au meurtre de son ami. Et comme l'a noté de façon glaçante le juge dans son affaire, les lois suédoises censées protéger la liberté d'expression n'accordent en réalité pas, et je cite, un passe-droit pour faire ou dire n'importe quoi sans risquer d'offenser le groupe qui détient cette croyance. Il y a un peu plus de 2 ans, le gouvernement britannique a inculpé Adam Smith Connor, un kinésithérapeute de 51 ans, et vétéran de l'armée, pour le crime odieux d'avoir prié en silence pendant 3 minutes à 50 mètres d'une clinique d'avortement. Il n'obstruait personne, n'interagissait avec personne, il priait simplement en silence, seul. Après que les forces de l'ordre britannique l'ont repéré et lui ont demandé pourquoi il priait, Adam a simplement répondu que c'était pour le fils à naître qu'il avait avorté avec son ancienne petite amie des années auparavant. Ce qu'aucune démocratie, qu'elle soit américaine, allemande ou européenne, ne pourra survivre, c'est de dire à des millions d'électeurs que leurs pensées et préoccupations, leurs aspirations, leurs appels à l'aide sont invalides ou indignes d'être même prises en considération. La démocratie repose sur le principe sacré que la voix du peuple compte. Il n'y a pas de place pour des pare-feux. Soit vous défendez le principe, soit vous ne le faites pas. Les Européens, le peuple, ont une voix.
Les dirigeants européens ont un choix à faire. Et je crois fermement que nous n'avons pas à avoir peur de l'avenir. Vous pouvez accueillir ce que votre peuple vous dit, même lorsque cela surprend, même lorsque vous n'êtes pas d'accord. Et si vous le faites, vous pouvez affronter l'avenir avec certitude et confiance, en sachant que la nation vous soutient tous. J'ai tellement aimé cela parce qu'il regarde essentiellement ces personnes en face et leur dit « Tout ce que vous prétendez que nous devons combattre par la guerre, vous l'êtes devenu, n'est-ce pas? Vous êtes devenu totalitaire. Tout ce que vous nous dites de craindre à propos du communisme, pensez à toute la guerre froide, à la raison pour laquelle elle a été instaurée, à ce qu'elle signifiait vraiment. Oh mon Dieu, Dieu nous en préserve que cela s'insinue aux États-Unis. Vous arrêtez des gens pour délit d'opinion. Des policiers se présentent chez vous au Royaume-Uni pour délit d'opinion. Et pour ceux d'entre vous qui suivent la série Becoming Brigitte, pensez à quel point la France est allée loin. Ils n'arrêtent même plus seulement leurs journalistes. Ils essaient maintenant d'étendre leur influence jusqu'en Amérique et d'envoyer des menaces juridiques à l'Amérique. Vraiment, j'aurais aimé que J.D. Vance ait mentionné cela. L'audace absolue de ce couple de ringards de penser qu'ils vont faire taire notre liberté d'expression, d'où leur vient cette autorité? C'est parce que, les choses sont devenues incroyablement mondialistes. Vous avez les élites au sommet qui détiennent beaucoup de pouvoir et vous avez des gens comme nous qui se révoltent contre ce pouvoir de différentes manières, que ce soit, encore une fois, contre Big Pharma ou que ce soit contre le WEF. Nous réalisons qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas et que nous perdons nos libertés individuelles, notre capacité à nous exprimer. Et ils essaient de nous distraire en nous montant les uns contre les autres. Et la chose la plus importante, c'est que nous reconnaissions qui détient le véritable pouvoir. D'accord. Et je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de gens dans cette pièce. Et donc, pour J.D. Vance, faire cela, c'est vraiment à son honneur. Comme dit, allez écouter l'intégralité de son discours. Ils étaient choqués. Ils s'attendaient qu'il monte et fasse « Ra, Russie, Ra, Iran ». Voici la prochaine guerre. Il faut qu'on aille vers la guerre sans fin. Essentiellement, on ne fait que blanchir de l'argent pour nous-mêmes et nos pays deviennent de plus en plus pauvres et délabrés avec le temps. Et il leur a dit leurs 4 vérités. Donc, félicitations à J.D. Vance pour un discours incroyable, vraiment courageux. Et j'espère que ça a fait réfléchir beaucoup de gens dans cette salle, surtout Emmanuel Macron et Brigitte. Comment osez-vous, littéralement, comment osez-vous? Tout ce que je peux dire à ce sujet, c'est que je me sens comme Greta Thunberg à son apogée, vous voyez? Bon, les amis, avant de passer à vos commentaires, je veux vous rappeler Tax Network USA parce que l'IRS, comme vous le savez, est la plus grande agence de recouvrement au monde. Il renforce l'application des règles pour 2025. Donc, si vous avez des arriérés d'impôts aujourd'hui ou des déclarations non déposées, n'attendez pas que l'IRS vienne vous chercher. Évitez simplement vos problèmes fiscaux et la pire chose que vous puissiez faire, même si cela vous angoisse, vous devez prendre les devants. C'est la décision intelligente à prendre. Vous ne devriez, bien sûr, jamais contacter l'IRS seul. Confiez cela à l'équipe de Tax Network USA. Pourquoi? Parce que toutes les sociétés de résolution fiscale ne se valent pas. Tax Network USA dispose d'une ligne directe privilégiée avec l'IRS. Cela signifie qu'ils savent avec quels agents ils peuvent traiter et lesquels ils doivent éviter. Ainsi, Tax Network USA a mis en place des stratégies éprouvées pour régler vos problèmes fiscaux en votre faveur. Que vous deviez 10 000 $ ou 10 millions, leurs avocats et négociateurs ont résolu plus d'1 milliard de dollars. Discutez avec leurs stratèges, c'est entièrement gratuit. Mettez fin aux lettres de menaces qui arrivent chez vous. Arrêtez de vivre dans la crainte et laissez vos problèmes avec l'IRS derrière vous. Une bonne fois pour toutes. Vous pouvez le faire en appelant le 1-800-958-000 ou plus simplement en visitant tenusa.com/Candice. Encore une fois, c'est tenusa.com/Candice. Très bien, voyons ce que vous dites. Tout d'abord, Butterlims, quel nom écrit « Salut Candice, ma femme aimerait savoir quels sont les entraînements de grossesse et postpartum que tu recommandes. Merci, on t'envoie plein d'amour depuis le Bronx. » Tu ne vas pas le croire, mais j'ai en fait travaillé sur une application d'entraînement pour la grossesse parce que, évidemment, on me pose toujours cette question et je me suis dit, pourquoi ne pas simplement créer une appli? Je l'ai dit et mon mari l'a développée. Donc, c'est plutôt incroyable. C'est un peu comme ça que les choses se passent. Je me dis, j'ai une idée. Et ensuite, mon mari fait en sorte que tout devienne réalité parce qu'il est tellement brillant et incroyable. Donc, je pourrais partager beaucoup plus de choses avec vous après avoir accouché.
On travaille dessus, en fait, depuis l'année dernière et l'application est fonctionnelle. Il me reste juste beaucoup d'enregistrements à faire une fois que je serai vraiment en postpartum pour que vous puissiez faire ce parcours avec moi. Mais je crois vraiment à l'activité anaérobie. Des séances courtes, puis quelques jours de cardio long, c'est la réponse courte. John Ray écrit « Blake Lively doit disparaître. C'est la distraction la plus inutile qui soit. Elle n'a aucun fan, c'est-à-dire qu'elle n'apporte aucune joie aux gens. Nous voulons du thé sur Macron. » Écoute, eh bien, ne t'inquiète pas pour ça. L'interview avec Xavier sort lundi. Je sais que c'est un jour de congé pour la plupart des gens, donc vous pouvez littéralement rester chez vous et la regarder en entier. Vous pouvez profiter du week-end si vous n'avez pas encore commencé la série Brigitte pour la rattraper. Je suis très fière du travail que nous avons accompli. Je suis aussi fière d'annoncer que le livre de Xavier Poussard est en tête des ventes dans la catégorie politique. Et il est numéro 23 au classement général, Becoming Brigitte. Donc, je l'ai présenté. Xavier Poussard a écrit le livre. J'ai essentiellement présenté son livre dans la série. Et il est 23e au classement général des livres Amazon, ce qui est incroyable. Numéro 1 en politique. Donc, c'est grâce à vous. Merci. Et sa famille, qui a dû bouleverser toute sa vie après avoir été harcelé pour des questions de taxes. Je ne vois pas. Il le mérite tellement. 8 ans d'enquête journalistique tout en fuyant la famille Macron et ses sbires. Kimberly écrit « Avant que les gens ne commencent à causer des problèmes qui deviendront publics, ils devront désormais calculer l'effet Candice O. » Merci de dire ça, mais honnêtement, je vous renvoie toujours le mérite. C'est vous qui envoyez information. Obsédée et folle, vous aussi. Incroyable. Nous partageons ce talent. Nous n'avons pas besoin de gens comme Harry Emmanuel et le Hollywood Reporter. Nous avons des yeux, des oreilles, et pouvons faire nos propres recherches pour voir clairement qui a tort dans cette situation. Et ce n'est pas Justin Baldoni. Qui diable est John, écrit-il. C'est étrange que la mère de Ryan ait plaisanté sur le fait de trouver un nouveau père à Ryan dans cette promo bizarre. Surtout que Justin a parlé en interview de la façon dont il a récemment réparé sa relation compliquée avec son propre père. Oui, je pense que c'est en partie ce qui a vraiment déclenché la réaction de Ryan envers Justin. Justin faisait beaucoup d'efforts pour revenir en arrière et s'assurer qu'il guérissait. Des traumatismes de son enfance et clairement Ryan ne l'avait pas fait. Il l'a pris comme une attaque personnelle. Ma meilleure supposition, comme je l'ai toujours dit, c'est que Blake s'est confié à lui, comme c'est sous-entendu dans ce sketch où la mère dit « Appelle-moi Ryan », que Blake s'est ouvert à lui au sujet du traumatisme non résolu de Ryan. Son père est mort, il n'a jamais fait face à ça, parce que pourquoi l'aurait-il fait? C'était un égomane, il n'aurait pas géré tous ses problèmes avec ses parents. Sa mère a juste l'air d'être une autre victime de Ryan aussi. Donc je sais qu'on est censé penser que le père de Ryan était le méchant, mais je dirais que Ryan est probablement devenu son père s'il était vraiment le méchant. Il semble très contrôlant, narcissique, abusif dans chaque extrait que j'ai vu de lui, maintenant qu'on en connaît le contexte. Mais bref, je pense que tu as absolument raison. Je pense qu'il a été très perturbé par le fait que Justin Baldoni ait résolu ses problèmes et trouvé la paix dans sa vie. Il y a une leçon là-dedans pour nous tous, mec. Lâche prise. Laisse partir la colère. Résous tes relations parce que tu ne veux pas finir comme Ryan Reynolds qui, s'il n'était pas acteur, je ne dis pas qu'il serait devenu un tueur en série. Je me demande juste ce qu'il aurait fait s'il n'avait pas été acteur. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Les amis, rendez-vous sur candiceowens.com si vous souhaitez soutenir l'émission et notre indépendance. Passez un excellent long week-end si vous faites partie des nombreux à ne pas travailler lundi. Mais nous serons là lundi. Nous ne serons pas là physiquement, mais nous publierons notre très attendue interview de Xavier Poussard pour conclure la série Becoming Brigitte. On se retrouve alors